Je vous laisse la parole, je vous remercie énormément d'être avec nous. Non, toutes mes excuses, vraiment, j'ai cru que j'arriverais jamais. J'étais fait un itinéraire et j'ai loupé la première rue, donc je me suis fait un deuxième dans ma tête itinéraire par la porte d'Orléans. Je suis restée coincée 30 minutes. Et après, pour essayer, chaque fois je vous voyais, je me suis perdue. Voilà. Donc je suis désolée, merci beaucoup de votre patience. Vous me donnez combien de temps pour... Alors, normalement, la durée de la séance est de 2 heures, avec un temps qui est réservé pour l'échange. Après, c'est à vous de... Voilà, est-ce que vous souhaitez que les personnes interviennent au fur et à mesure, ou c'est comme elles souhaitent. Comme on n'est pas tellement nombreux, vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez. Si vous avez des remarques, des commentaires, des critiques ou des expériences à apporter, moi je suis tout à fait ravie de pouvoir les entendre. Donc, qu'on se sente un peu à l'aise et qu'on évite une espèce d'exposé unilatéral. Si vous voulez intervenir, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, comme vous a été dit, moi je suis une sociologue essentiellement de terrain, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup d'enquêtes dans les entreprises du secteur public et du secteur privé. Et en réalité, ce qui m'intéressait moi, c'était de découvrir un peu les modalités de la modernisation des entreprises, de voir qu'est-ce qui apportait des changements, qu'est-ce qui faisait que finalement le monde du travail était si différent maintenant comparativement aux années 70 et même un peu 80. Et puis en faisant toutes ces enquêtes, c'est à ce moment-là que de manière assez incontournable est arrivé cette espèce de constat d'une souffrance généralisée, de mal-être, de dépression, de suicide. Et donc je me suis un peu involontairement spécialisée, spécialisée sur les questions de la souffrance au travail. Alors on considère que je suis une spécialiste de la souffrance au travail, mais en réalité je suis plutôt une spécialiste des transformations de l'organisation du travail et du contenu des nouvelles formes managériales. Et je suis absolument convaincue qu'il y a un rapport direct entre le contenu que prend la modernisation managériale et le type de souffrance, le type de mal-être qui existe en France. Alors je dis bien le type de souffrance et le type de mal-être, parce que la souffrance, elle a toujours existé dans les situations de travail. On parle beaucoup maintenant de suicide au travail, malheureusement, parce qu'ils sont nombreux sur les lieux de travail. On parle de mal-être au travail, de pénibilité, de risques psychosociaux. Il y a des missions qui ont été diligentées, des rapports qui ont été faits à différents ministres. Les médias se sont emparés de cet aspect de la réalité du monde du travail. Et puis même le monde de la culture, les films, les romans, les pièces de théâtre, les documentaires prennent pour cible le monde du travail et le mettent en scène désormais de façon tragique. Vous avez dû voir des films ou lire des livres, des romans, il y a des meurtres, il y a des suicides, il y a des choses épouvantables qui se passent. On voit bien qu'il y a une mise en scène de la souffrance et qui est assez étonnante parce qu'au fond, la souffrance, elle a toujours existé. Enfin, je sais pas, je vois qu'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait tout jeunes. Et donc, bon, comme moi, vous avez dû avoir conscience du fait que dans les usines, sur les chaînes de montage, dans les poules d'employés, la vie n'était pas rose, qu'il y avait beaucoup de contraintes très dures, qu'il y avait beaucoup de pénibilité. Mais en fait, c'est vrai que la souffrance n'apparaissait pas comme une matière à revendication ou un phénomène médiatique ou une réalité qui surplombait le monde du travail. La souffrance, elle était incorporée au monde des usines, au monde des bureaux, elle était vécue de l'intérieur, mais elle n'était pas mise en scène, elle n'était pas l'objet d'interrogation, pour une bonne raison, c'est que à cette époque-là, la souffrance, on savait d'où elle venait. C'est-à-dire qu'il y avait des analyses syndicales, des analyses politiques, des analyses en termes de culture ouvrière qui faisaient très bien le lien entre ce que les gens pouvaient ressentir dans le microcosme des ateliers, dans le microcosme des bureaux, c'est-à-dire sentiment de pénibilité, de souffrance. Donc il faisait très bien le lien entre ça et puis les enjeux de la société en général. C'est-à-dire ce qu'ils vivaient dans
situation de travail était mis en relation avec les grands enjeux politiques, économiques, sociaux de la société. Alors, en gros, on savait très bien à l'époque que si on souffrait, et on se le disait dans les collectifs de travail, c'était parce qu'on était inscrit dans une société, dans un ordre social capitaliste, et c'est ainsi que les salariés, la plupart du temps, l'interprétaient au sein de leur collectif. Ils se sentaient victimes de l'exploitation. Ils se sentaient victimes de la domination capitaliste. Ils avaient le sentiment que si la qualité de la vie se détériorait au travail, c'était parce que les cadences augmentaient, parce que la condition devenait de plus en plus dure, tout simplement parce que, je reprends les expressions de l'époque, le patron voulait s'en mettre plein les poches. Et donc, la souffrance était interprétée comme inscrite dans un enjeu, dans un rapport de force, et était décryptée en termes politiques. C'est très important de se rappeler de ça, parce qu'à l'heure actuelle, quand nous, les sociologues, nous faisons des enquêtes de terrain, nous allons dans les entreprises et que les personnes que nous interviewons acceptent de parler de leur souffrance, ce qui n'est pas évident, parce qu'ils ont le sentiment que s'ils s'ouvrent sur la question de leur souffrance, ils vont être encore plus disqualifiés, encore plus dévalorisés auprès de leurs collègues et de la hiérarchie. Mais la plupart du temps, lorsqu'ils parlent de leur souffrance, ils ont le sentiment que ça vient d'eux-mêmes. C'est-à-dire que ça vient d'une insuffisance de leur part, d'une défaillance personnelle, d'une incapacité de s'adapter, le sentiment de ne pas être à leur place. La plupart du temps, quand vous croisez des gens au cours d'interviews qui vous parlent donc de leur souffrance, il y a une situation d'enfermement très personnelle, très individuelle sur leur propre souffrance, et ils ont le sentiment qu'ils sont les seuls à souffrir. Qu'à côté, ça a l'air de bien aller, les gens s'en sortent, ils disent rien, mais qu'eux-mêmes, par contre, ils n'y arrivent pas. Ils ont le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les armes pour pouvoir affronter les objectifs qui leur sont assignés, pour s'en sortir comme il faut. Ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas à leur place. Alors, beaucoup de gens nous disent, oui, je souffre et je crois que je ne mérite pas de rester dans mon poste de travail, je ne mérite pas de rester dans l'entreprise, je ne suis pas bon. Moi, j'ai entendu, par exemple, un polytechnicien qui était un directeur d'un service dans une grande banque, qui sortait d'un entretien individuel et qui me dit, vous savez, je crois que mon supérieur, donc qui était un grand cadre dirigeant, a raison, je ne suis pas bon. Voilà. Un type d'une cinquantaine d'années, polytechnicien, qui avait une expérience de 25 ans dans son métier, qui vous dit des choses pareilles. C'est-à-dire que la mise en question, la mise en cause, c'est de soi. Et ça n'est pas mise en question des modalités d'organisation du travail ou des modalités de management. À l'époque, quand on compare aux années 60, 70, où il y avait vraiment des collectifs de travail, les gens n'avaient pas honte du tout de dire qu'ils souffraient. Pour eux, c'était au contraire un symptôme de ce qu'ils appelaient à l'époque, peut-être vous évoquez des choses, la lutte des classes. Alors, à l'époque, on interprétait la souffrance dans le cadre d'une analyse en termes de lutte des classes. Et donc, si on souffrait, c'était normal. C'était pas une particularité personnelle, c'était collectif, tout le monde était saisi par les mêmes difficultés, les mêmes contraintes, les mêmes excès dans la mise au travail, et donc on ressentait une souffrance qui faisait partie d'un destin collectif. Ça, c'est important, le sentiment de partager un même destin dans l'entreprise, et qui était lié dans les années 50, 60 et 70, vous savez, les années qu'on qualifie des 30 glorieuses, où il y avait beaucoup de croissance. Eh bien, il y avait une gestion collective, c'est-à-dire que les gens étaient gérés sur un mode qui était à travail égal, salaire égal, les progressions à l'ancienneté. Bon, il y avait toute une série de protocoles qui faisaient qu'on avait des critères d'évolution qui étaient très, très normés, très codifiés, qui concernaient tout le monde, et tout le monde était soumis à la même logé à la même enseigne, si vous voulez. Bon. Ça, c'est très très important. Et je dirais qu'il faut, si on veut comprendre pourquoi la souffrance apparaît maintenant comme un problème aussi énorme, alors qu'à l'époque,
on n'en parlait pas dans les mêmes termes. Il faut vraiment analyser ces collectifs de travail qui existaient, qui n'existent plus maintenant. Maintenant, nous sommes, je crois que vous en avez tous conscience, on va y revenir, dans une période d'extrême atomisation, d'extrême individualisation, d'extrême personnalisation de la relation de chacun à son travail. Pour ceux qui travaillent, je ne sais pas si vous êtes en accord avec ce que je dis, mais dans la plupart des enquêtes de terrain, ce que nous disent les gens, c'est ça. C'est qu'ils se sentent tout à fait isolés, ils se sentent dans un rapport personnel et solitaire à leur travail, et qu'une bonne partie de la souffrance vient de là. Dans les années des 30 Glorieuses, sans avoir aucune nostalgie de cette période. Sans avoir aucune nostalgie de cette période. Parce qu'à l'époque, il y avait énormément de problèmes de santé en termes physiques, en termes psychiques aussi. Psychique aussi, il y avait du harcèlement sur les chaînes de fabrication, du harcèlement moral. Il n'y avait pas de loi contre le harcèlement moral, mais il y avait beaucoup d'humiliation, il y avait beaucoup de pression qui était faite par la hiérarchie sur les ouvriers. On portait atteinte à leur dignité, souvent avec cette idée de faire pression. Et je vous rappelle par exemple que dans les usines Renault, une bonne partie des agents de maîtrise étaient recrutés parmi les anciens adjudants de l'armée coloniale française en Indochine. Oui, ils étaient recrutés, et pour, entre guillemets, c'était le langage de l'époque, pour faire suer le pur-nous. Ça essayait de mettre la pression sur les ouvriers, et on prenait des militaires pour bien leur faire comprendre qu'il fallait pas qu'ils s'attendent à de la sympathie ou de la compassion de la part de la hiérarchie, mais que bon, la hiérarchie était là pour les faire bosser. Donc il y avait de l'humiliation, il y avait du harcèlement, il y avait des atteintes à la dignité, comme il y avait beaucoup de contraintes physiques, mais les collectifs étaient là pour aider les gens, pour aider les membres du collectif, alors de différentes manières, déjà par la solidarité, par l'entraide. Quand quelqu'un était en difficulté, on allait l'aider jusqu'à ce qu'il rattrape le rythme de travail, qu'il rattrape les cadences. Et en fait, les collectifs produisaient aussi ce qu'on appelle des savoir-faire informels. Enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait de l'ergonomie ou de la sociologie, mais on sait très bien qu'il y a une différence entre le travail prescrit, ce qu'on est censé faire, et le travail réel, c'est-à-dire ce qu'on fait dans la réalité des situations concrètes de travail. Et d'ailleurs, pour bien comprendre cette différence, il suffit de penser à une grève du zèle. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une grève du zèle? Eh bien, les salariés ne font qu'appliquer à la lettre ce qui est prescrit. Ils s'en tiennent exactement à ce qu'ils sont censés faire. Et on s'aperçoit que ça ne marche pas. Le travail est ralenti, les résultats sont mauvais, chacun fait ce qu'il est censé faire, officiellement, d'après les prescriptions, les normes et les ordres de la hiérarchie, et ça ne marche pas. Donc on sait que dans la réalité, les gens produisent, élaborent des manières de faire, ce qu'on appelle des savoir-faire informels, savoir tacites, savoir clandestins, qui leur permettent de réaliser un travail concrètement utile et adapté à des situations qui ont toujours des aléas, qui ne sont jamais celles que les bureaux de préparation des temps et des méthodes anticipent. Donc c'est un savoir qui est très adapté à la réalité concrète du travail. Et en même temps, c'est un savoir aussi qui est produit par les personnes concernées pour s'économiser, pour éviter de se blesser, pour éviter d'avoir des problèmes, par exemple, de dos, ou de ce qu'on appelle les TMS. Donc il y a tout un savoir-faire produit par les collectifs, et notamment transmis par les plus anciens aux plus jeunes, qui vise à permettre une sorte d'adaptation à la situation de travail, de domestication des difficultés, des contraintes les plus grandes, une sorte de capacité de maîtriser quand même la dureté de la situation. Et ça, c'est des choses qui vivent dans les collectifs de travail, qui se transmettent, qui s'améliorent. Il y a les virtuoses, qui sont ceux qui produisent le plus ces savoir-faire, qui sont le plus ceux qui aident, parce qu'eux-mêmes vont très vite, sont capables de dégager du temps pour aider les autres qui sont plus lents. Donc il y a toute une vie, il y avait toute une vie dans ces collectifs pour essayer de minimiser les aspects les plus difficiles, les plus durs, les plus contraignants des situations de travail. Alors ça, c'était important, c'est une réalité concrète
qui évitait que les gens ne se blessent ou passent trop de temps à faire des choses qu'on pouvait faire plus vite en faisant différemment. Et aussi, c'était un moyen de retrouver du sens, parce que c'était un sens partagé par le collectif. On faisait autrement, on faisait selon une manière qui appartenait aux gens du collectif. Ça, c'est très important. Mais il y avait une dimension plus forte encore que j'ai évoquée dès le début, c'est que les ouvriers, notamment, décryptaient les raisons de leurs difficultés en disant ah oui, mais ça c'est pour gagner plus de profit, pour avoir une rentabilité plus forte, et ça c'est complètement au détriment de la santé physique et morale, de notre santé physique et morale, et donc ça permettait d'avoir une condamnation morale collective des conditions de la mise au travail. Et ça c'est très important pour des gens de pouvoir se dire que si ça ne va pas, ce n'est pas nécessairement de leur faute à eux, mais il y a quelqu'un qui est la cause de leur mal-être, de leur souffrance, des difficultés, et du coup il y a une identité collective face à cette cause, à cette source de mal-être, de malheur au travail, on pourrait dire, et du coup ça incite les membres de ces collectifs à se transformer en acteurs collectifs pour essayer de changer les cours des événements, pour essayer de peser de telle sorte qu'ils puissent effectivement changer, bon, de façon peut-être microscopique, mais changer les situations de travail, les améliorer, peser sur leur hiérarchie pour essayer de desserrer un peu les contraintes, de se gagner des temps de pause, des moments d'oxygénation sur le travail. Donc, tout ça pour dire qu'à l'époque, il y avait une vie collective dans les entreprises qui créait tout ça, mais qui créait aussi de la sociabilité, hein, une sorte d'ambiance collective où on partageait des joies, des peines, on s'entraidait, on était des amis au travail, et qui permettait de juguler un tant soit peu, de tenir un peu à distance les aspects les plus difficiles des conditions de travail. Or, tout ça a énormément disparu. Les collectifs se sont effacés, se sont estompés de façon systématique en l'espace d'une quinzaine, vingtaine d'années, pour arriver à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire un monde du travail individualisé, atomisé, où les gens sont segmentés, n'ont plus de relations les uns avec les autres, n'ont plus le sentiment de faire partie de collectifs, n'ont plus le sentiment de partager des valeurs, une culture avec les autres, n'ont plus le sentiment de partager un destin collectif, et ont par contre l'impression d'avoir à affronter de façon totalement isolée, de façon totalement solitaire, toutes les difficultés de la réalité du travail qui est le leur. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important. On est passé vraiment d'un monde à un autre, et le monde que nous connaissons, c'est celui de cette atomisation. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette analyse. Ça correspond, pour ceux qui ont connu le monde du travail, des années 70, même une partie des années 80, c'est vrai qu'il y avait le sentiment de partager des valeurs, de l'amitié, de la sociabilité avec les autres, alors que maintenant on a un sentiment d'isolement, d'individualisation. Alors la question qui se pose, c'est évidemment comment est-ce qu'on est passé d'une période, d'un état à l'autre, comment soudainement un monde du travail régi par des règles collectives et qui était susceptible de faire naître en son sein, même si c'était de façon clandestine et dans l'ombre, mais de faire fonctionner des collectifs de travail où se partager tout ce que j'ai essayé de décrire. Comment se fait-il que maintenant les gens soient livrés presque pieds et poings liés individuellement à leur travail? Bon. Alors, l'individualisation, l'atomisation est le résultat d'une politique qui s'est mise en place de façon totalement stratégique à partir des années 60, de la moitié des années 70. Le patronat, à une époque, a décidé
de transformer les modalités de mobilisation des salariés et de passer d'une logique collective à une logique individuelle. Et ce, pour une raison majeure, notamment en France, qui est liée aux événements de mai 68. Mai 68 a été l'occasion de 3 semaines de grève générale, ce qui a été un coup de semonce fantastique pour les directions capitalistes de l'époque. 3 semaines de grève générale, c'était la plus longue grève générale de tout le XXe siècle. Même lors du Front populaire, la durée n'était pas aussi longue. 3 semaines de grève générale, pendant lesquelles toutes les entreprises étaient paralysées dans le secteur public comme dans le secteur privé, avec des manifestations, avec des occupations d'entreprises, où les salariés manifestaient leur volonté de changer de vie au travail, en disant par exemple ces slogans, en hurlant par exemple ces slogans, nous ne voulons plus perdre notre vie à la gagner. Bon, ça c'était un des slogans qu'on entendait très majoritairement dans les manifs ou sur les sites. Donc les gens ne voulaient plus continuer à travailler selon l'ordre social qui régnait dans les entreprises de l'époque. Ils voulaient que les règles du jeu, en tout cas les règles de la mise au travail, changent. Et d'une certaine façon, ils remettaient aussi en cause les organisations syndicales de l'époque qui, elles, avaient pris pour politique revendicative non pas d'essayer d'éradiquer les causes des contraintes, souffrances, nuisances, pénibilité, mais de les monnayer. C'est-à-dire que chaque fois qu'on pouvait identifier une source de pénibilité particulière, les organisations syndicales montaient au créneau et demandaient des primes. C'est-à-dire qu'ils monnayaient la nuisance ou la pénibilité contre une prime. Par exemple, prime de toxicité, prime d'insalubrité, prime de travail de nuit, prime de travail en équipe. Chaque fois qu'il y avait un désagrément, pof, au lieu de demander, au lieu de... Enfin, c'est vu avec les yeux d'aujourd'hui, au lieu d'essayer de lutter contre la cause, on allait la monnayer. Bon. Mais en fait, ça correspondait à une tendance revendicative qui semblait légitime à l'époque. Dans les années 60, même dans une bonne partie des années 70, les gens voulaient effectivement plus de revenus pour pouvoir profiter de la vie en dehors du travail. C'est-à-dire que c'était le moment de la reconstruction après la guerre, et puis après, c'était le moment de l'avènement de la société d'abondance, société de consommation, société de loisirs. Puis les gens se disaient, bon, si le travail se dégrade, tant pis, au moins, ayons plus d'argent pour profiter plus de nos loisirs et de notre temps libre. Donc il y avait une légitimité à ces revendications syndicales, mais au bout d'un certain temps, et notamment ça a éclaté, ça a explosé en 1968, les salariés ont dit, ben non, voilà, ça ne convient plus d'avoir plus d'argent et de voir notre vie se dégrader au travail, on veut vivre aussi au travail, hein, c'est ça, ne plus perdre sa vie à la gagner. C'est exactement ce que symbolise le slogan, on veut vivre au travail. Et ça remettait en cause donc la logique taylorienne, la logique hiérarchique, l'autoritarisme tatillon de ces adjudants reconvertis en contremaîtres. Ça remettait en cause tout l'ordre social capitaliste dans les entreprises. C'était un coup de... Et ça remettait en cause aussi les logiques revendicatives syndicales, parce que la base disait ainsi à leur structure hiérarchique syndicale, si on peut dire, bon, ben maintenant il faut changer de politique revendicative, ça ne nous convient plus d'avoir des dédommagements sous forme de primes, on veut une meilleure vie au travail, on veut pouvoir avoir de la dignité au travail, on veut voir notre travail reconnu, on veut avoir une certaine liberté au travail, on ne veut plus être dans la situation d'esclavage bon, qui était celui de quasiment tel qu'il était vécu à l'époque. Alors, le problème, c'est que des deux côtés, au CNPF, donc dans la syndicat patronal comme dans les organisations syndicales représentatives des salariés, ont été mis en place des groupes de réflexion pour essayer de trouver des parades et des solutions à ces revendications nouvelles qui émergeaient. Mais c'est le patronat qui a pris de vitesse les organisations syndicales et qui a trouvé cette parade
de l'individualisation systématique de la gestion des salariés et de l'individualisation aussi de l'organisation de leur travail. Alors, c'était comme un véritable cheval de Troie qu'ils ont lancé dans le monde du travail, parce qu'en réalité, en individualisant, il était évident que ça permettait d'inverser le rapport de force qui s'était manifesté comme étant trop défavorable pour le patronat. Si on individualise, si on atomise, si on segmente, il est évident qu'on affaiblit la capacité de contestation massive des salariés. Mais en même temps, c'était présenté sous une forme quasi gaulienne par les organisations patronales sur le mode de nous vous avons compris, vous les salariés. Vous voulez être respectés dans votre travail, vous voulez être reconnus dans votre travail, vous voulez plus de liberté, d'autonomie, de responsabilité. Nous allons faire place à ces revendications dans nos entreprises et évidemment, ça passe par une personnalisation de la relation de chacun à son travail. On ne peut pas gérer collectivement, massivement, comme on le faisait auparavant, des individus qui aspirent à être reconnus pour leur qualité personnelle, pour leur mérite personnel, qui veulent s'investir dans leur travail, qui veulent avoir des responsabilités, qui veulent être autonomes, etc. Donc il va falloir qu'on gère différemment l'organisation et la gestion la mise au travail des salariés. Et effectivement, donc, il y avait une ambivalence forte dès le départ. C'est on vous affaiblit, mais on répond à vos revendications. Ou inversement, on répond à vos revendications, mais ça vous affaiblit, ça affaiblit votre capacité de résistance, ça affaiblit votre capacité de contestation. Mais voilà, c'était ça l'entrée du cheval de Troie dans le monde du travail, au nom des aspirations des salariés. On introduisait toute une série de dispositifs, de mesures, de pratiques qui les vulnérabilisaient, ces fameux salariés, en les mettant dans des situations de plus en plus personnalisées, individualisées, fragmentées, segmentées, etc. Et effectivement, dans les années 70, on va bien voir comment se mettent en place, par exemple, les horaires variables. C'est la première mesure qui est introduite. Merveilleux, les horaires variables. Qui peut être contre? C'est évidemment plus de liberté. Mais c'est une attaque, en règle, des collectifs de travail. Parce que si les gens n'embauchent plus à la même heure, ça veut dire qu'ils ne prennent plus leur pause à la même heure, qu'ils ne déjeunent plus ensemble, qu'ils ne sortent plus ensemble. Donc c'est déjà une partie de la substance, de la vie collective, de la socialisation collective qui s'effile. La polyvalence, c'est pareil. C'est très bien d'introduire de la variété de tâches. Mais ça veut dire que les gens vont circuler dans l'atelier, aller peut-être même dans d'autres ateliers ou d'autres bureaux, et donc ils ne seront plus ces collectifs soudés qui, dans la durée, affrontent les mêmes difficultés et ont le sentiment de partager un même destin. Et puis après, il y a l'individualisation des primes. Oui, évidemment, si les gens veulent être reconnus selon leur mérite et leur capacité et leur qualité d'engagement dans le travail, on ne va pas leur donner les mêmes primes. Puis après, ça va être l'individualisation des salaires. Évidemment qu'on ne va pas leur donner les mêmes salaires, parce qu'ils ne font pas la même chose. Ils n'ont pas les mêmes responsabilités, ils n'ont pas le même degré d'autonomie, ils ne s'engagent pas de la même façon dans leur travail, ils n'ont pas les mêmes résultats. Donc voilà, il y a toute une série de mesures qui vont aller dans ce sens, très difficile à contrer pour les organisations syndicales. Parce que d'un côté, ça semble répondre à de véritables aspirations, puis de l'autre, non seulement ça affaiblit, ça fragmente, mais ça complique aussi le travail syndical. Si les gens sont chacun dans leur coin à faire des choses différentes et n'ont plus le sentiment de partager les mêmes situations de travail, les mêmes difficultés, l'activité, la vie syndicale devient beaucoup plus compliquée. Et il y a toute une série d'évolutions dans les années 70 et 80 qui vont dans ce sens-là pour aboutir à d'ailleurs ce qui concrétise cette individualisation systématique de la gestion des salariés et de l'organisation de leur travail, qui est l'entretien d'évaluation avec le N+1, où chaque salarié se voit invité, entre guillemets, à aller auprès de son chef immédiat, se voir assigner des objectifs personnels, et puis, au bout de 6 mois ou 1 an, c'est selon, se voit évalué dans sa performance personnelle. Alors vous imaginez, dans les années 60, qu'un ouvrier aille tout seul dans le bureau de son chef
sans être accompagné par des représentants du personnel ou des collègues, se voir assigner des objectifs personnalisés, bon, et évaluer personnellement, c'est quelque chose qui était proprement inimaginable. Tout ça pour vous dire l'étendue de la transformation des situations de travail, quand même, qui s'est faite en l'espace de 15 ans, 15-20 ans, très rapidement, à l'échelle historique, on est passé d'une situation où les salariés partageaient des situations de travail communes, avec des valeurs communes, avec le sentiment d'avoir une identité collective, d'avoir des intérêts communs, surtout. Hein. C'est quand même la base du syndicalisme, d'avoir des intérêts communs. On est passé à un monde où chacun négocie, entre guillemets, parce que l'assignation est plus grande que la négociation, mais chacun va dans son coin négocier ses objectifs, ensuite éventuellement ses primes, ses promotions, etc. Donc on est dans un monde de petits stratèges individualisés, alors qu'on était avant dans celui plus collectif, de volonté de prise en charge de façon commune des difficultés et pour essayer de transformer les situations de travail. Franchement, le monde s'est beaucoup transformé. Il faut comprendre que si ça a été possible, c'est pas simplement parce que le patronat a jonglé, a surfé, on dirait maintenant, sur les attentes des salariés en disant on va répondre aux revendications qui sont manifestées, mais c'est aussi que le monde économique et politique a changé entre-temps. Il y a une accélération historique avec la mondialisation, la globalisation, la crise économique qui s'est installée, les nouvelles technologies qui se sont diffusées et qui toutes allaient dans le même sens, dans le sens d'une individualisation des situations de travail, dans le sens d'une personnalisation. À partir du moment où la concurrence se fait non pas simplement mondiale sur des gains de productivité, mais aussi sur du qualitatif, sur de la réactivité, comme c'est le cas maintenant, on comprend que tout plaît dans la faveur d'une individualisation, d'une personnalisation du travail des salariés, une individualisation de leur organisation du travail, une flexibilisation de l'organisation du travail. Donc tout a convergé pour progressivement qu'il y ait un désengagement patronal de la logique taylorienne vers une logique de mise au travail plus autonome. Je reviendrai là-dessus. Tout allait dans le sens d'une détaylorisation. Tout, et notamment un autre facteur extrêmement important qui a caractérisé aussi cette période-là, c'est la tertiarisation de notre société. C'est-à-dire qu'on est passé d'une société industrielle à une société de services, majoritairement industrielle, encore jusqu'à la fin des années 70, nous sommes désormais dans une société qui est très majoritairement, j'ai dit industrielle, mais à la fin des années 70, on est passé dans un monde qui est très majoritairement un monde du tertiaire et des services. Or, ce monde du tertiaire et des services se caractérise par des situations de travail qui sont souvent en interaction avec autrui, en interaction avec des clients, des usagers, des patients, des élèves, bon. Donc des situations de travail qui sont fluctuantes, qui sont incertaines, qui sont difficilement programmables, et pour lesquelles effectivement la prescription taylorienne n'est pas très adéquate, n'est pas très efficace, de planifier, de programmer à l'avance des situations qui sont fluctuantes, qui sont en interaction avec autrui, où il faut être réactif, s'adapter, s'ajuster, interpréter, etc. Bon. Donc tout va dans le sens d'une remise en question du taylorisme. Et c'est alors là qu'on touche un point fondamental de ce qui concerne la mise au travail salariale, c'est que le taylorisme n'est pas uniquement une organisation technique du travail. Ce n'est pas simplement une modalité d'organiser le travail sur un plan technique. On sait tous, on a tous retenu que le taylorisme, c'est la décomposition des métiers en tâches élémentaires, et que c'était en tâches élémentaires où sont assignés des temps, des manières de faire, des modes opératoires et des délais assortis. Bon, ça on le sait. Mais le taylorisme, c'est aussi
une ressource fondamentale pour l'employeur, pour le patronat. Parce que ce qui caractérise fondamentalement l'organisation taylorienne, c'est le fait d'inscrire dans la définition même des tâches le contrôle et la contrainte. C'est ça qui caractérise fondamentalement l'organisation du travail. C'est-à-dire que l'organisation du travail taylorienne, c'est-à-dire que le salarié, qu'il soit un ouvrier ou un employé de bureau, est pris en charge, il est pris en main par l'organisation du travail, puisqu'il y a des modes opératoires, des délais, et puis après, avec les chaînes de fabrication, il y aura un rythme aussi qui sera imposé. Donc le salarié est agi par l'organisation du travail, plus qu'il n'agit sur elle. Un homme, une personne de métier, agit sur son travail, agit sur l'organisation de travail, parce qu'il connaît les règles du métier, c'est lui qui définit la façon dont il va s'y prendre. Ce qu'a inventé Taylor, c'est un mode d'organisation du travail qui prend en main le salarié, qui ne le lâche pas et qui l'oblige à travailler selon les méthodologies voulues, selon les modes opératoires voulus par l'employeur. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, de pouvoir asseoir à travers l'organisation du travail l'emprise patronale, la domination patronale. Parce que la grande question qui travaille la mise au travail, qui travaille la mise au travail capitaliste, c'est celle de l'emprise de l'employeur sur son salarié, sur son ouvrier. Parce que la grande question est celle-ci. Qu'est-ce qu'un contrat de travail salarial? Comme vous savez, c'est un contrat de subordination juridique avant tout. Pendant la durée du contrat, le salarié accepte de se déposséder du libre arbitre de son temps de travail puisque celui-ci est acheté par son employeur. Qu'est-ce qu'achète l'employeur? C'est le temps de travail de son salarié. Bon, il achète aussi des compétences, mais essentiellement, il achète du temps. Hein. Et quand il y a, dans le cadre de ce contrat de salarial, ce temps acheté appartient à l'employeur et n'appartient plus au salarié qui n'a plus le libre arbitre de l'usage de son temps. C'est ça les règles du jeu capitaliste. D'accord. Bon, et la grande question qui se pose, c'est comment est-ce que l'employeur, qui a payé le temps de travail, va pouvoir utiliser de la façon la plus efficace, la plus productive, la plus rentable, ce temps qu'il a acheté. C'est ça la préoccupation. Essayez de vous mettre dans la peau d'un employeur. C'est ça la préoccupation de l'employeur. J'achète du temps, je le paye. Je m'engage à le payer. Hein. Le salarié s'engage à renoncer au libre usage de son temps. Mais comment je vais arriver à définir un type de travail qui obligera le salarié à être efficace, performant, rentable, productif, le plus possible? C'est ça le grand dilemme de l'employeur. Comment trouver un mode d'organisation? C'est à cette question que Taylor a voulu répondre. Il faut savoir que Taylor, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, était un consultant. C'était un des premiers consultants d'entreprise, et il était appelé par les directions d'entreprise pour mettre au point une organisation du travail qui soit la plus rentable possible du point de vue de l'employeur. Et Taylor a dit, le grand problème, c'est de trouver un mode d'organisation du travail qui puisse se dérouler, et là je reprends ces termes, indépendamment des états d'âme et de l'état d'esprit des salariés. C'est-à-dire que quel que soit ce que pense, ce que sait, ce que connaît, ce que veut faire le salarié, il faut trouver un moyen de l'obliger à travailler de la façon jugée et voulue la plus efficace par la direction. Taylor dit, moi j'interpose la science, ça a été tout son tralala sur l'organisation scientifique du travail, c'est la science qui va décider de l'organisation la plus efficace, la plus optimale, et le salarié sera obligé de travailler de la façon la plus rentable définie par la science, parce que c'est l'organisation qui va le prendre en charge, qui va le prendre en main, qui l'obligera. Modes opératoires, délai temps alloué, temps imparti pour le faire, et puis aussi après le rythme des chaînes de montage. Donc c'était une manière pour Taylor de résoudre le dilemme de l'employeur, à savoir j'achète du temps, mais comment le faire prospérer le plus possible. Ben, Taylor dit, moi j'apporte une réponse, et il se voulait très consensuel. Il voulait réconcilier tout le monde, parce que il a écrit des livres. Dans ses livres, il dit,
grâce à ma méthode, on va avoir des gains de productivité fulgurants. Donc, il faut que l'employeur soit honnête et qu'il paye un peu plus son ouvrier. Évidemment, proportionnellement, pas dans la totalité, mais proportionnellement. Donc, il dit, voilà, moi j'ai un modèle qui ne peut pas être condamné, ni moralement, ni socialement. Il est très juste, et donc je suggère de le développer parce que ça va permettre à tout le monde de prospérer, etc. etc. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la grande astuce qui explique le succès du taylorisme, un succès historique, qui a duré très longtemps, un succès planétaire. Il faut savoir que même Lénine l'a introduit en Union soviétique dans les années 20, et ça s'appelait le stakhanovisme. Le stakhanovisme, c'est une vision un peu remaniée, mais de la logique taylorienne. C'est-à-dire que c'est une organisation de travail extrêmement développée qui prend en charge, qui contrôle, qui contraint directement le salarié, et soit on est dedans, soit on est dehors. Mais si on est dedans, on est obligé de se conformer strictement aux prescriptions et aux manières qui sont voulues par l'employeur. Donc, c'est une ressource fondamentale pour l'employeur, qui lui permet d'obliger le salarié à travailler selon les valeurs et la rationalité de l'entreprise, et non pas selon les valeurs professionnelles ou citoyennes des salariés. Il y a un contentieux toujours possible, il y a un rapport de force au sein de ce contrat de travail toujours existant, parce que le salarié qui est obligé de se déposséder du libre arbitre de son temps, il a quand même des idées sur la façon de travailler. Il a des valeurs professionnelles, des valeurs citoyennes, des valeurs morales. Il a aussi des intérêts qui lui sont propres. Non seulement il a besoin d'avoir un peu plus de salaire tout le temps, bon, mais il a besoin de s'économiser, de ne pas se donner physiquement, totalement, en permanence au travail, parce qu'il faut qu'il dure, il faut qu'il puisse travailler sur la durée. Donc, on voit qu'il y a un conflit de valeurs, il y a un antagonisme irréductible de valeurs au sein du contrat de travail salarial, entre le salarié et l'employeur. Mais l'organisation taylorienne du travail, c'est une ressource efficace pour l'employeur parce que ça lui permet